Il est temps de salir votre réputation avec de la crasse. Les résultats du test de paternité gisaient froissés dans les mains calleuses de Rick Dalton, tel un arrêt de mort. 2 fils. 11 ans et 8 ans respectivement de récits murmurés au coucher, de genoux écorchés soignés avec attention, et d'étapes paternelles chéries. Pas de s'aligner. Pas le moins du monde. Le document tremblait tandis que Rick examinait les chiffres à nouveau dans la lumière tamisée de son véhicule de réparation. Une probabilité de paternité de 0% de probabilité de paternité. La terminologie clinique lui donnait l'impression d'éclats cristallins lui transperçant la poitrine. Il nourrissait des soupçons depuis plusieurs mois. Les conversations téléphoniques nocturnes de Kara. Son engouement naissant pour les vêtements opulents. La façon dont elle se rétractait à son contact. Mais ceci. C'était une dévastation totale encapsulée dans une correspondance formelle. Rick plia les documents et les déposa dans sa boîte à outils, à côté des clés industrielles qui avaient forgé son modeste commerce de réparation de réfrigération à partir de rien. 15 ans de mariage, 13 ans passés dans l'illusion qu'il était un géniteur. Tout reposait sur des mensonges, suffisamment importants pour provoquer l'étouffement. Son téléphone émit un bourdonnement, un message texte de Dean Morrow, son prétendu associé et confident. Et, mon pote. Cette cave à vin a encore un problème. Pourrais-tu éventuellement passer ce soir? Kara a mentionné que tu étais disponible. Rick fixa le message. La résidence de Dean. L'endroit où Kara consacrait ses mardis soirs à un club de lecture. Où elle prétendait se livrer à des discussions littéraires avec les épouses du quartier. Ce même Dean qui aidait Rick à développer son entreprise, en lui fournissant des composants en gros à des prix amicaux. Rick répondit. En route. Le trajet jusqu'à la MC Mansion de Dean prit 12 minutes, à travers des artères suburbaines ornées de pelouses impeccables et de tromperies élaborées. Rick se gara dans l'allée circulaire, son véhicule de service délabré ressemblant à une excroissance disgracieuse à côté des BMW et Mercedes immaculés de Dean. Mercedes. Dean l'accueillit à la porte, vêtu d'un peignoir de soie, les cheveux encore mouillés d'une récente ablution. Rick, je suis reconnaissant de ta promptitude, mon ami. Le réfrigérateur à vin a complètement cessé de refroidir. Tu comprends la situation. Il contient des bouteilles plutôt précieuses. Pas de problème. Rick souleva sa boîte à outils. Indique-moi le chemin. La demeure exhalait l'arôme d'eau de Cologne coûteuse et d'une intimité récente. Rick suivit Dean à travers des couloirs en marbre, ornés d'œuvres d'art abstraites qui dépassaient probablement les revenus annuels de Rick. Ils descendirent dans un sous-sol aménagé, rappelant un club pour gentlemen. Mobilier en cuir, carafe en cristal et le réfrigérateur à vin problématique émettant un bourdonnement rageur dans le coin. A commencé à générer des sons étranges hier, expliqua Dean, s'installant dans un fauteuil en cuir avec un verre de scotch, puis a cessé de fonctionner complètement ce matin. Rick s'agenouilla à côté de l'appareil, ses doigts traçant des composants familiers. Une courroie de compresseur détachée. Une rectification simple de 15 minutes. Il ouvrit sa boîte à outils et commença sa tâche, la mémoire musculaire prenant le contrôle tandis que son intellect naviguait dans des calculs plus sombres. « Comment va Kara » demanda Dean nonchalamment. Elle semblait stressée lors de sa dernière visite. La clé de Rick vacilla, écorchant presque ses jointures. Quand était-ce? Mardi soir. Club de lecture. Tu sais, entre nous, je suppose que les dames consacrent plus de temps à boire du vin qu'à lire de la littérature. Dean gloussa. Pas que je m'en plaigne. Kara est une compagnie splendide. La courroie du compresseur se remit en place avec un clic satisfaisant. Rick se leva, enlevant les particules de ses genoux. Vous verriez-vous un inconvénient à ce que j'utilise vos toilettes? Une longue journée. Certainement pas. En haut, chambre principale. La seule avec une pression d'eau adéquate. Rick monta l'escalier délibérément, chaque pas évoquant la sensation de marcher vers sa propre exécution. La chambre principale était un monument à l'extravagance. Un lit king-size californien orné de draps de soie noire. Un dressing de la taille de tout le garage de Rick, et des toilettes dignes d'un hôtel de luxe. Il éclaboussa de l'eau glaciale sur son visage, scrutant son reflet dans le miroir doré. 41 ans, des cheveux gris infiltrant ses cheveux bruns. Des mains perpétuellement tachées de lubrifiant et de travail honnête. Qu'avait-il anticipé? Qu'une femme comme Kara resterait satisfaite d'un homme comme lui indéfiniment? Rick attrapa une serviette et se figea. Là,
cachée derrière une collection de produits de bain coûteux, se trouvait une photographie Polaroid. Son rythme cardiaque s'arrêta momentanément. Kara, sa femme, dévêtue à l'exception d'une lingerie noire qu'il ne lui connaissait pas, posait de manière provocante sur la vanité en marbre où Rick se tenait à présent. Son alliance scintillait à son doigt tandis qu'elle se caressait, son regard rivé sur l'appareil photo avec une expression de désir pur que Rick n'avait pas vue depuis des années. La photographie tremblait dans la main de Rick, portant une inscription manuscrite de Kara à sa base. Pour mon véritable amant, Kay. Rick dissimula la photographie dans sa poche et descendit l'escalier sur des jambes qui lui semblaient faites de pylônes de béton. Dean était en train de se resservir du scotch, parfaitement à l'aise. Tout est réparé, déclara Rick, le ton de sa voix sonnant étrange et distant. La courroie du compresseur s'était détachée. Ça devrait marcher parfaitement maintenant. Vous êtes un sauveur, mon ami. Dean sortit son portefeuille. Quelle est ma dette? Rien. Les compagnons cèdent entre eux, n'est-ce pas? Dean sourit et tendit la main. Rick la serra, notant la douceur comparative de la paume de Dean par rapport à ses propres jointures balafrées. Des mains d'homme riche. Des mains qui n'avaient jamais rien construit, jamais rien réparé, jamais rien obtenu par l'effort et le sacrifice. Kara a de la chance d'avoir un homme comme vous, affirma Dean. Fiable, sûr. La crème de la crème, vous comprenez? En effet, répondit Rick. Je suis parfaitement conscient de qui je suis. Le trajet de retour à la maison ressemblait à la navigation dans un cauchemar. La maison de Rick paraissait minuscule, la modeste maison coloniale à 2 étages étant éclipsée par le souvenir de la demeure de Dean. La voiture de Kara était absente de l'allée. Toujours au club de lecture, probablement. Ou dans le lit de Dean. Rick resta assis dans son camion pendant 20 minutes, fixant la maison où il avait cru fonder une famille. La Polaroid lui brûlait la poitrine comme de l'acide, nichée sous ses vêtements de travail, près de son cœur. Son téléphone sonna. Kara. Salut chérie. Le club de lecture se prolonge ce soir. Ne m'attends pas, d'accord? Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi, répondit Rick automatiquement, les mots ayant le goût de verre brisé. Les garçons étaient endormis quand Rick entra finalement dans la maison. Ils se tenaient sur le seuil de leur chambre commune, observant Tommy et Jake dormir paisiblement sous des couvertures de super-héros. 11 et 8 ans respectivement. De l'ADN qui remontait à Dean Morrow, pas à Rick Dalton, mais ils ignoraient ce fait. Ils l'appelaient le papa, l'embrassaient à son retour du travail, le suppliaient de réparer leur vélo et de les aider avec leurs études. Cet amour était authentique, quelles que soient les réalités biologiques. Rick sortit les résultats du test de paternité et les lut une dernière fois avant de jeter les documents dans le broyeur de cuisine. L'appareil mastiqua la preuve de laboratoire de son humiliation avec une efficacité mécanique. Mais la Polaroid? Elle restait comme preuve pour une utilisation ultérieure. Kara rentra à la maison à 2h17 du matin, se glissant dans le lit comme une présence spectrale. Elle exhalait une odeur de savon coûteux et d'eau de Cologne inconnue. Rick feignit le sommeil, écoutant sa respiration se stabiliser au rythme d'une personne à la conscience tranquille. Le matin arriva avec le chaos habituel. Petit déjeuner, sac à dos, les garçons se disputant au sujet des bols de céréales tandis que Kara s'affairait en tenue d'agent immobilier. Elle donna à Rick un baiser superficiel avec des lèvres qui avaient enlacé un autre homme quelques heures auparavant. Passe une bonne journée, chérie. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. Une fois que tout le monde fut parti, Rick s'assit à sa table de cuisine et commença à planifier. La vengeance n'était pas un plat à consommer froid. C'était un appareil qui nécessitait une construction méticuleuse, avec précision et patience. Une seule manœuvre erronée et tout exploserait à sa figure. Au début, il avait besoin de plus de preuves. La Polaroid était dévastatrice, mais pas exhaustive. Rick consacra la matinée à installer une application d'enregistrement vocal sur l'ordinateur portable de Kara, cachée au plus profond des fichiers système où elle ne la découvrirait jamais. Ensuite, il clona son téléphone, redirigeant des copies de tous les SMS et appels vers un appareil jetable qu'il acheta en espèces. Dans l'après-midi, Rick possédait un panorama complet de la perfidie de sa femme. Des échanges de SMS sur 8 mois. Des photos explicites, des enregistrements vocaux de conversations téléphoniques intimes, des sessions pendant que Rick travaillait tard dans son garage. Même des relevés financiers montrant que Kara avait transféré des fonds de leur compte commun à l'entreprise de Dean.
Mais la découverte la plus flagrante se trouvait enfouie dans un dossier intitulé « Projet d'avenir ». Des documents juridiques, des papiers de divorce déjà rédigés. Des accords de garde accordant à Kara la garde principale des fils tandis que Rick versait une pension alimentaire maximale pour des enfants qui n'étaient pas les siens. Elle avait tout orchestré méticuleusement. L'affaire n'était pas motivée par la passion. C'était une stratégie calculée. Rick imprima chaque document, chaque photographie, chaque message texte. Il organisa les preuves dans des chemises manilles, comme pour constituer un dossier, car c'était précisément ce qu'il faisait. Les 3 semaines qui suivirent furent la période la plus pénible de l'existence de Rick. Simuler la normalité tout en documentant chaque mensonge, chaque trahison, chaque exemple de cruauté gratuite. Kara devint de plus en plus audacieuse, rentrant de plus en plus tard, faisant de moins en moins d'efforts pour dissimuler son mépris pour Rick et leur existence prosaïque ensemble. « Peut-être devrais-tu envisager de développer l'entreprise », suggéra TL un soir au dîner. Dean affirme qu'il existe des opportunités substantielles dans la réfrigération commerciale. Une rémunération significative. Dean articule une multitude de choses, répondit Rick prudemment. Il essaie de t'aider, Rick. Dieu sait que tu en as besoin. Nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. Les fils échangèrent des regards entre leurs parents, sentant une tension qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Tommy, l'aîné, tendit la main et tapota celle de Rick. « Papa, tu vas bien ?» Rick força un sourire. « Simplement fatigué, mon ami. Problème de travail. » Ce soir-là, Rick écouta la conversation téléphonique de Kara avec Dean grâce à ses enregistrements clandestins. Il est tellement pathétique. La voix de Kara crépitait dans l'écouteur. Il reste juste assis là comme un chien réprimandé. J'ai presque de la sympathie pour lui. Plus pour longtemps, répondit Dean. Une fois la dissolution du mariage finalisée, tu seras libéré. Et moi aussi. Qu'en est-il des fils? Qu'en est-il d'eux? Rick versera une pension alimentaire, et ils auront une véritable figure paternelle dans leur vie. Gagnant. Gagnant. Rick désactiva l'enregistrement et fixa son plafond jusqu'à l'aube. Le point culminant du mois offrit à Rick son opportunité. L'entrepôt de Dean reçut une importante cargaison d'unités de réfrigération commerciale, un contrat d'une valeur de près d'un demi-million de dollars. La livraison était prévue pour un vendredi soir, un moment où la plupart des établissements étaient fermés. Pendant des semaines, Rick avait méticuleusement étudié le dispositif de sécurité de l'entrepôt. Dean, dans son arrogance, avait négligé d'investir dans des protections robustes, se fiant plutôt à des caméras rudimentaires et des détecteurs de mouvement qu'un technicien expérimenté pouvait aisément contourner. Ce vendredi soir, Rick se gara à 6 pâtés de maison et se dirigea à pied vers l'entrepôt, portant un sac de sport rempli d'outils. Il franchit la clôture d'enceinte derrière le quai de chargement et désactiva le système d'alarme, employant des techniques perfectionnées en 15 ans d'intervention d'urgence. À l'intérieur de l'entrepôt, un labyrinthe d'appareils et de composants empilés l'attendait. Rick navigua dans l'obscurité avec une grâce spectrale, plaçant stratégiquement de minuscules dispositifs dans toute la structure. Ce n'étaient pas des explosifs, rien de conçu pour causer du tort. Quelque chose de bien plus raffiné était en jeu, du gaz réfrigérant, plus précisément un réfrigérant à base d'ammoniac, destiné à s'échapper progressivement de canalisations délibérément percées au cours du week-end. Le lundi matin, l'ensemble de l'entrepôt exhalerait l'odeur d'une zone de catastrophe chimique. Le service de santé ordonnerait rapidement sa fermeture, faisant disparaître le contrat d'un demi-million de dollars de Dean. Pour nuire davantage à sa réputation commerciale, Rick déposa discrètement plusieurs petits paquets de marijuana dans des endroits soigneusement sélectionnés. Il s'agissait de quantités mineures, suffisantes seulement pour déclencher des accusations de possession contre pile lorsque les forces de l'ordre effectueraient inévitablement une fouille des lieux contaminés. Cependant, la pièce de résistance était l'ordinateur du bureau de Dean. Rick installa subrepticement un virus conçu pour corrompre progressivement le disque dur, tout en transmettant simultanément les données financières de Dean à une ligne de signalement anonyme pour enquête sur la fraude fiscale. À 3 heures du matin, Rick était rentré chez lui et se couchait, écoutant la respiration douce et rythmée de Kara. Sans le savoir, son monde était au bord de l'effondrement. Le samedi matin marqua le début du premier domino. Le téléphone de Rick sonna à 8 heures du matin. « Rick, Dieu merci. C'est Dean. J'ai besoin de ton aide, mec. Il y a un problème à l'entrepôt. Ça sent la fuite chimique.
Tu connais quelque chose au système de réfrigération? Rick se frotta les yeux, simulant la somnolence. Une fuite chimique? Ça a l'air dangereux. Dean, tu devrais contacter les pompiers. Je ne peux pas me permettre de faire fermer cet endroit. J'ai une livraison massive lundi matin. Tu peux juste jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Désolé, mon pote, ça dépasse mes compétences. Il te faut des spécialistes des matières dangereuses pour les fuites chimiques. Rick mit fin à l'appel et sourit à sa tasse de café. Le lundi, les médias locaux diffusaient des reportages sur la mystérieuse contamination chez Morrow Appliance Distribution. Les contrats de Dean furent annulés. Son assureur avait lancé une enquête. Le fisc avait reçu une dénonciation anonyme concernant des revenus non déclarés. Cependant, Rick ne faisait que commencer. Mardi marqua le début de la phase 2. La voiture de Kara, une BMW en location qu'elle avait du mal à s'offrir, connut une panne mécanique inexplicable sur le parking de son agence immobilière. Le groupe frigorifique installé dans le coffre pour maintenir le champagne au frais lors des célébrations avec les clients explosa pendant une réunion du personnel. Bien que personne n'ait été blessé, la panique qui s'ensuivit ruina la présentation de Kara à un client important. Pour couronner le tout, l'enquête révéla que l'appareil avait été délibérément saboté. Les enquêteurs en fraude à l'assurance commencèrent à poser des questions embarrassantes sur les récentes opérations financières de Kara. Rick observait les reportages depuis son garage, entouré des outils de son métier. Chaque clé, chaque manomètre, chaque composant était devenu une arme dans sa campagne contre la trahison. Mercredi, Dean téléphona à nouveau. « Rick, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Es-tu allé à mon entrepôt récemment? » Ton entrepôt? Pourquoi j'irais là-bas? Quelqu'un a saboté mon stock. C'est du travail de professionnel. Le genre de choses qui demandent de sérieuses connaissances techniques. Rick fit une pause, laissant le silence s'installer. Tu penses que j'ai saboté ton entreprise? Je ne sais plus quoi penser. Tout s'écroule. Les impôts me harcèlent. L'assurance ne couvrira pas la contamination. Et maintenant, Kara a aussi des problèmes de voiture. C'est comme si quelqu'un en voulait à nous deux. Peut-être devriez-vous examiner vos choix récents, dit Rick calmement. Parfois, les conséquences mettent du temps à nous rattraper. La communication fut coupée. Jeudi soir, Rick reçut une visite inattendue. La sœur de Kara, Michelle, frappa à sa porte, paraissant à la fois mal à l'aise et irritée. « Il faut qu'on parle, dit Michelle, bousculant Rick pour entrer dans la maison. Elles s'installèrent dans le salon, où Rick avait autrefois cru faire partie d'une famille heureuse. Michelle serrait une enveloppe cartonnée comme si c'était une arme. « Kara m'a demandé de te donner ça, dit-elle, faisant glisser des papiers de divorce sur la table basse. Elle loge à l'hôtel jusqu'à ce que tu déménages. » Rick jeta un coup d'œil aux papiers sans les toucher. Comme ça, d'un coup. Rick, nous savons tous que ce mariage est terminé depuis des années. Kara mérite d'être heureuse. Les garçons méritent de la stabilité. La stabilité. Rick laissa échapper un rire, un son comparable au grincement d'une machine. C'est fort de café, venant de Kara. Le visage de Michel rougit. Écoute, je sais que tu es blessé, mais prolonger ça ne servira personne. Signe les papiers, partagez les biens, organisez la garde. Soyez adultes. Rick se leva et se dirigea vers son classeur. Il en sortit un dossier épais et le posa sur la table à côté des papiers de divorce. Avant de signer quoi que ce soit, dit Rick, je crois que tu devrais voir quel genre de femme ta sœur est réellement. Michel ouvrit le dossier, et son visage pâlit. Photographie, SMS, relevés bancaires, 8 mois d'infidélité et de fraude documentée, méticuleusement organisés. Oh mon Dieu, murmura Michel, fixant la photo Polaroid prise dans la salle de bain de Dean. Rick, je n'en avais aucune idée. Moi non plus. Jusqu'à récemment. Michel feuilleta page après page de preuves, les mains tremblantes. Les garçons? Ils ne le sont pas. Pas les miens, biologiquement parlant. Mais j'ai été leur père de toutes les manières possibles pendant plus de 10 ans. C'est dingue. Kara ne peut pas. Elle n'aurait pas. Rick prit son téléphone et lança un enregistrement de conversation. La voix de Kara emplit la pièce. Rick est tellement idiot. Il croit vraiment que ces gamins sont les siens. Quand tout sera fini,
il paiera une pension alimentaire pour les fils de Dean pendant que je vivrai dans cette magnifique maison. C'est parfait. Michelle laissa tomber le dossier, les photographies s'éparpillant sur le sol comme des éclats d'une existence brisée. Je dois y aller, dit-elle, se levant sur des jambes flageolantes. Michelle. La voix de Rick l'arrêta au seuil de la porte. Quand tu verras ta sœur, dis-lui que j'ai bien reçu le message. Et dis-lui que je lui en renvoie un. Vendredi matin, Rick se rendit à l'ancienne usine de glace à la périphérie de la ville. Il y avait été employé brièvement après avoir terminé ses études secondaires, avant de lancer sa propre entreprise. Le bâtiment était désaffecté depuis 5 ans, mais les systèmes de réfrigération désuets étaient restés intacts, des unités massives capables de refroidir tout un pâté de maisons. Rick consacra la journée à préparer l'endroit. Il truqua le système de refroidissement principal pour projeter des images et du son dans tout le bâtiment. Il installa des caméras à des endroits stratégiques. Il installa même des chaises pliantes. C'était comme se préparer pour une représentation, parce que c'était précisément ce que c'était. Une représentation. L'acte final de la transformation de Rick Dalton, de victime à bourreau. Samedi après-midi, Rick envoya un SMS à Dean depuis un téléphone jetable, réunion d'urgence concernant la demande d'indemnisation. Usine de glace sur Industrial Road. Viens seul. Gros enjeu financier. 30 minutes plus tard, il envoya à Kara un message différent depuis le même téléphone. Rick prépare une idiotie. Rejoins-moi à l'ancienne usine de glace. Il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise tout. Puis Rick se rendit à l'usine et attendit. Dean arriva le premier, sa BMW paraissant absurdement déplacée à côté du bâtiment industriel décrépit. Il entra prudemment, en criant « Salut ! Il y a quelqu'un ? J'ai reçu ton message sur l'assurance. » Rick émergea des ombres comme une figure d'un film d'horreur. Sa tenue de travail était impeccable, ses outils méticuleusement disposés sur une table à proximité avec une précision chirurgicale. « Bonjour, Dean. » Dean se retourna brusquement, son visage exprimant la confusion, la reconnaissance, et finalement, la peur. « Rick, c'est quoi ce bordel ? » « Il s'agit de vérité, dit Rick calmement. Une chose à laquelle toi et ma femme semblaient allergiques. Écoute, si c'est à propos de Kara. Il s'agit de tout, Rick fit un geste vers les écrans géants qu'il avait installés dans tout l'espace, de mensonges, de trahisons et de conséquences. Les écrans s'animèrent, affichant des SMS échangés entre Dean et Kara. Photos explicites, relevés financiers, papier de divorce avec le nom de Dean déjà inscrit comme nouveau beau-père des garçons. Le visage de Dean devint cendré. Rick, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as fait semblant d'être mon ami tout en souillant ma femme? Comment tu l'as persuadé de piller nos comptes joints? Comment tu as comploté pour t'emparer de mon entreprise pendant que je versais une pension alimentaire pour tes bâtards? Les garçons sont à moi. Dean parut sincèrement choqué. Tu ne savais pas? Rick laissa échapper un rire amer. Putain, Dean. Tu es encore plus idiot que je ne le pensais. Des portières de voiture claquèrent à l'extérieur. Kara était arrivée. Elle entra dans l'usine comme si elle en était la propriétaire, le menton relevé avec défi. Cependant, lorsqu'elle aperçut les écrans affichant ses trahisons les plus intimes, sa confiance se brisa comme une glace fragile. Rick, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure des comptes, dit simplement Rick. Kara jeta un coup d'œil entre Rick et Dean, calculant les chances comme la prédatrice manipulatrice qu'elle avait toujours été. Ok, d'accord. Tu as découvert. Et alors? Notre mariage était mort de toute façon. J'ai fait ce que je devais faire. Ce que tu devais faire? La voix de Rick s'éleva pour la première fois. Tu devais mentir sur la paternité? Tu devais voler de l'argent pour planifier une ruine financière complète tout en faisant semblant de m'aimer? Je ne t'ai jamais aimé. Kara hurla, son masque se désintégrant enfin complètement. Tu es ennuyeux, insignifiant et pathétique. Dean m'offre une vraie vie, pas ce cauchemar de la classe ouvrière. Dean s'avança, soudainement enhardi. Rick, je suis désolé que ça se soit passé comme ça, mais Kara a raison. Elle mérite mieux que ce que tu peux lui offrir. Mieux? Rick ramassa une clé à molette lourde sur sa table à outils. Tu sous-entends quelqu'un qui ressemble à un homme qui chancelle au bord d'une ruine totale à cause de malversations fiscales. Quelqu'un dont l'entreprise a été sommairement fermée à cause de polluants chimiques?
Quelqu'un qui a nourri sans le savoir la progéniture d'un autre homme pendant que cet homme était intimement impliqué avec sa conjointe? Le visage de Dean se colora d'un flot écarlate. Espèce d'enfoiré. Tu as délibérément saboté mon entrepôt. Rick rétorqua froidement, j'ai rectifié un problème. Exactement comme je rectifie tout le reste. Dean se propulsa en avant, balançant de manière erratique vers le crâne de Rick. Cependant, Rick avait travaillé de ses mains toute sa vie, tandis que les efforts de Dean s'étaient limités au portefeuille boursier. L'altercation dura environ 15 secondes. Rick esquiva l'attaque maladroite de Dean et planta son poing dans le plexus solaire de Dean, le faisant se plier en deux. Ensuite, il saisit Dean par le col et le projeta contre la cloison de béton avec suffisamment de force pour ébranler ses dents. Tu aspires à te mesurer à moi. Rick siffla à l'oreille de Dean. Tu cherches à usurper ma femme, mes enfants, mes finances, mon entreprise. Et maintenant, tu cherches aussi à m'affronter au combat? Rick fit pivoter Dean et le frappa au visage avec la clé à molette. Pas avec suffisamment de force pour infliger des dommages durables, mais assez pour fracturer son nez et faire jaillir un torrent de sang ruisselant sur sa chemise coûteuse. Dean s'effondra à genoux, agrippant son visage et gémissant. Toute son assurance polie s'évapora, laissant derrière elle une figure brisée, ensanglantée, implorant la clémence. S'il te plaît, halta Dean. S'il te plaît, ne me tue pas. Te tuer. Rick parut sincèrement perplexe. Dean, je n'ai nullement cette intention. Je souhaite que tu aies une existence prolongée. Je désire que tu passes chaque jour de cette existence à te rappeler la sensation d'avoir perdu tout ce que tu chéris. Rick pivota vers Kara, qui était plaquée contre le mur, en proie à la terreur. À ton tour, Kara. S'il te plaît, pense au garçon. Pense à notre famille. Notre famille? Rick activa un autre écran affichant les documents juridiques que Kara avait méticuleusement préparés. D'après ces papiers, nous ne constituons pas une cellule familiale. D'après ces papiers, votre intention était de vous enfuir avec mes fils et mes finances, en disparaissant dans l'opulente résidence de Dean. Ce ne sont pas vos fils. Kara laissa échapper un cri perçant. Ils ne l'ont jamais été. Vous étiez simplement l'idiot qui subventionnait tout pendant que je construisais une véritable existence. Ces déclarations flottaient dans l'air comme des émanations toxiques. Rick acquiesça lentement, comme si Kara avait simplement validé une équation mathématique. Voilà qui est dit, déclara-t-il doucement. La vérité. Finalement, Rick s'approcha de Dean, qui était toujours en sang sur le sol en béton. Il saisit le téléphone portable de Dean et localisa les coordonnées de Kara. Savez-vous ce qui est particulièrement fascinant avec la technologie contemporaine, remarqua Rick d'un ton engageant. Tout est méticuleusement enregistré. Chaque SMS, chaque appel téléphonique, chaque trahison. Il lança la lecture d'un enregistrement de la voix de Kara depuis le haut-parleur du téléphone. Rick est un loser tellement pathétique. Une fois que ce sera terminé, je posséderai sa maison, ses finances et ses enfants, tandis qu'il sera relégué à vivre dans un studio exigu, me versant une pension alimentaire pour le reste de sa misérable vie. Dean leva les yeux sur Kara avec horreur. Tu m'as juré que tu m'aimais. J'aime ce que tu es capable de me fournir, répondit Kara, glaciale. Exactement comme j'ai exploité Rick pour ce qu'il pouvait me donner. C'est ce qu'on appelle être intelligent. Rick sortit un dernier dossier, le plus volumineux de la collection. En parlant d'être intelligent, permettez-moi de vous démontrer l'étendue de ma propre intelligence. Le dossier contenait des documents juridiques que Rick avait méticuleusement préparés en collaboration avec un avocat spécialisé dans les affaires de fraude à la paternité. Des relevés financiers prouvant le vol de Kara, des preuves de la fraude fiscale de Dean. Même des documents relatifs à leur stratagème visant à réclamer frauduleusement une pension alimentaire pour enfants. Vous voyez, l'aspect fondamental de la rétribution, expliqua Rick, c'est qu'elle ne tourne pas autour de la violence. Elle tourne autour des conséquences. Des conséquences naturelles, légales, dévastatrices. Il distribua des copies des documents à Kara et à Dean. Kara, vous êtes sur le point d'être accusé de fraude à la paternité, de vol et de conspiration. Dean, vous êtes confronté à une fraude fiscale, une fraude commerciale et une conspiration en vue de commettre un vol d'identité. Les mains de Kara tremblaient alors qu'elle examinait les papiers. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis la mère de ces enfants. Ces enfants méritent mieux qu'une prostituée menteuse pour mère, déclara Rick doucement. Et légalement parlant,
Puisque vous avez commis une fraude à la paternité, vous allez me rembourser chaque centime de pension alimentaire que j'ai versé pour des enfants dont vous saviez qu'ils n'étaient pas les miens. » Dean lutta pour se remettre sur pied, tenant toujours son nez fracturé. « Rick, laissons-nous négocier un accord. Je peux vous verser de l'argent, n'importe quel montant que vous désirez. »« Ce que je désire, » répondit Rick, « c'est que vous compreniez tous les deux la sensation de perdre tout ce que vous pensiez vous appartenir. » Il appuya sur un bouton d'une télécommande. Les écrans répartis dans toute l'usine commencèrent à diffuser en direct sur les comptes de médias sociaux que Rick avait méticuleusement créés. Chaque parole répréhensible que Kara et Dean avaient prononcée, chaque aveu insensible, chaque instant de leur turpitude morale absolue était diffusé à leur connaissance, aux membres de leur famille et à leurs associés professionnels. Kara regarda avec une horreur abjecte ses collègues de l'immobilier commencer à commenter le flux en direct. Son téléphone portable commença à vibrer sans cesse avec des appels et des SMS alors que sa réputation méticuleusement construite se désintégrait en temps réel. « Vous êtes en train de nous anéantir, » murmura-t-elle. « Vous vous êtes anéanti vous-même, » rétorqua Rick. « Je ne fais que m'assurer que tout le monde en soit conscient. » Rick se dirigea vers la sortie, abandonnant Kara et Dean à affronter les ramifications de leur décision. À la porte, il pivota. « Oh, et Dean, votre assureur m'a contacté. Il refuse de couvrir les dommages de l'entrepôt. Apparemment, votre police ne comprend pas la couverture pour activité criminelle. Vous allez être en faillite à Noël. » « Rick, attendez. » Kara se précipita en avant. « Ne. » La voix de Rick la stoppa net. « Ne prononcez pas mon nom. Ne me contactez pas. N'approchez pas de la maison. Votre conseiller juridique peut communiquer avec mon conseiller juridique. C'est tout. Qu'en est-il des garçons ? » Rick s'arrêta un instant. Sa fureur méticuleusement maîtrisée vacilla, révélant l'angoisse en dessous. Les garçons iront bien. Ils auront un père qui les chérira véritablement, pas un simple donneur de sperme qui les perçoit comme des actifs financiers. Et ils auront une mère qui... Rick regarda Kara avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. En réalité, ils auront besoin d'une thérapie pour surmonter le fait de t'avoir comme mère. Rick les avait abandonnés dans l'usine désaffectée, avec leurs aspirations brisées et leur conscience torturée. Le direct continuait, diffusant leur humiliation au monde entier. 6 mois plus tard, Rick était assis au tribunal de la famille, écoutant attentivement le juge prononcer la décision finale concernant la garde des enfants. Kara avait été reconnue coupable de fraude à la paternité et condamnée à rembourser à Rick 13 ans de pension alimentaire falsifiée. Elle avait perdu sa licence d'agent immobilier, sa maison et sa réputation. La faillite de Dean avait été prononcée le mois précédent. Le fisc avait saisi ses biens, et il était confronté à des accusations fédérales de fraude fiscale. L'homme qui avait autrefois vécu dans un manoir louait désormais un studio et travaillait dans une chaîne de restauration rapide. Mais le moment le plus gratifiant se produisit au match de Little League de Tommy, au printemps suivant. Rick était assis dans les gradins, encourageant son fils, car Tommy était son fils dans tous les sens importants du terme. Il avait frappé un double en champ gauche. Kara apparut à côté des gradins, l'air hagard et désolé. Elle avait perdu 15 kilos et vieilli de 5 ans et 12 mois. « Rick, dit-elle doucement. S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Rick ne quitta pas le terrain des yeux. Il n'y a rien à discuter. Les garçons me manquent. Ils me posent des questions sur moi. Les garçons suivent une thérapie, ils apprennent à accepter l'idée d'avoir une mère qui les a trompés toute leur vie. Ils progressent bien. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Rick finit par la regarder. Les actions engendrent des conséquences. Tu m'as appris ça. Les yeux de Kara se remplirent de larmes. Je travaille dans une épicerie, Rick, et je vis dans un 2 pièces. J'ai tout perdu. Bien. Ce mot, laconique, frappa Kara avec la force d'un coup physique. Elle resta là un instant, réalisant que l'homme qu'elle avait manipulé et trahi s'était transformé en quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. Quelque chose de plus résolu, quelque chose d'imperméable aux larmes ou à la manipulation. « Je suis désolé, murmura-t-elle. « Moi pas, rétorqua Rick. Sur le terrain, Tommy contourna le 2e but et se dirigea vers le 3e. Rick se leva, encourageant bruyamment le garçon, qu'il appelait le papa, indépendamment de son ADN. Kara s'éloigna, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Elle n'approcha plus jamais Rick. Ce soir-là, Rick borda les 2 garçons dans leur lit.
dans la maison qu'il avait réussi à conserver grâce à une manœuvre juridique minutieuse. Jake le serra fort dans ses bras. « Papa, tu es heureux maintenant ?» Rick sourit, le premier sourire sincère qu'il avait eu depuis 2 ans. « Oui, mon grand, je suis heureux. »« Bien, dit Jake, somnole. Tu mérites d'être heureux. » Rick éteignit les lumières et descendit dans son atelier. Sur le mur était accrochée une photo de lui avec les garçons à la fête de la science de l'école, le mois dernier. En dessous, presque cachée derrière son porte-outils, se trouvait la photo Polaroid qui avait tout déclenché. Rick sortit la photo et la regarda une dernière fois. Puis, il l'inséra dans sa déchiqueteuse à papier, observant le visage suffisant de Kara disparaître sous les dents mécaniques qui dévoraient les mensonges aussi efficacement qu'elles avaient autrefois dévoré les tests de paternité. Dehors, le quartier était calme et paisible. Le camion de réparation de Rick était garé dans l'allée, à côté d'un modèle plus récent qu'il avait pu s'offrir après que les paiements de restitution de Kara aient commencé à arriver. Rick Dalton avait assimilé une leçon cruciale sur les conséquences. Parfois, elles mettaient longtemps à se matérialiser, mais quand elles le faisaient, elles valaient la peine d'attendre. Certains mécaniciens réparent des machines. D'autres réparent des vies. Rick avait fait les deux.